Bonjour à vous, pèlerins du web. La mer Noire est historiquement frontalière des grands espaces géostratégiques. Au nord, les nomades de la steppe pontique, les Maïkop, les Botaï, les Yamas, les Andronovo, avant les Scythes, les Cimériens et les Huns pour n'en citer que parmi les plus illustres. Au sud, les grands empires organisés, les Hittites, les Égyptiens, les Assyriens, les Babyloniens, les Perses, les Hellènes, les Romains et plus tard les Byzantins, les Ottomans, les Arabes. Entre ces deux espaces se trouvent deux zones tampons. La Scythie mineure et la Thrace à l'ouest, avec les Dardanelles et le Bosphore comme frontières naturelles. La chaîne montagneuse du Caucase à l'est qui fut une barrière infranchissable pour Néandertal. Ces deux zones tampons ont toujours été à la fois des zones très disputées et des lieux de refuge pour les perdants, donc multiethniques. Si à l'ouest, les détroits ont été assez bien apprivoisés par les excellents marins des littoraux méditerranéens, proche-oriental, anatolien et grec, il n'en fut pas de même pour le Caucase, où la progression néolithique a été longue et lente pour ne pas dire stagnante. Pourtant, au vu des cartes géographiques, on est amené à penser que cette grande langue de terre qui sépare la mer Noire de la Caspienne aurait pu être une autoroute pour les échanges entre les mondes du sud et du nord pontique. Il en fut tout au contraire. C'est par l'ouest que la néolithisation de l'Europe a débuté, et cela assez largement, dès -6400. Nous avons traité ce sujet dans la vidéo Une épopée humaine néolithique numéro 3, les migrations syro-anatoliennes. Ajoutons que, après la traversée en pirogue, cette néolithisation s'est faite à pied. Et rappelons cette évidence que les Syro-Anatoliens et les Levantins avaient quelques millénaires d'avance sur leurs concurrents steppiques. Alors qu'à l'est, de par son relief, le Caucase a formidablement bien joué son rôle tampon. Le relief escarpé de la région ne permettant pas les migrations de masse, les populations qui empruntaient cette voie se voyaient satisfaites dans les grasses vallées des plaines inondables du Caucase, au demeurant plus propices au pâturage qu'à l'agriculture, ce qui bien sûr ne ferait pas le luxe d'une croissance démographique critique pour déterminer des vagues de colonisation, ni dans un sens, ni dans l'autre. Les migrations de masse ont finalement trouvé une voie plus longue mais plus propice au transfert massif de leur population en contournant la Caspienne, d'autant plus que le cheval, une fois domestiqué, venait raccourcir les distances. Ce fut là la grande revanche des protagonistes des steppes. Tandis que les Anatolo-Syro-Mésopotamiens se voyaient cantonnés dans leur zone par les barrières montagneuses au nord du Caucase et à l'est par celle du Zagros, le passage des populations des steppes par l'Asie centrale a ouvert un boulevard vers les mondes indiens et iraniens pour venir par le sud-est à travers la Bactriane, la Margiane, le plateau iranien et le Zagros jusque dans une Mésopotamie jusqu'alors essentiellement sémite amorite. Ceci à partir de la deuxième moitié du troisième millénaire. C'est-à-dire lorsque l'Europe entière fut complètement dépaléolithisée, jusqu'à ses confins les plus occidentaux, le Portugal, les Bretagnes, la Scandinavie. Cette vidéo est consacrée à la première culture identifiable de la Transcaucasie au contact direct des zones syro-anatoliennes et mésopotamiennes. La culture de Choulaveri-Chomu est la plus ancienne culture du néolithique de la partie centrale de la Transcaucasie. La Transcaucasie est aujourd'hui formée par les territoires géorgiens, arméniens et azerbaïdjanais que les anciens dénommaient Ibéria et Albania. La culture de Choulaveri-Chomu se distingue entre -6000 et -4000. Elle tire son nom de deux sites archéologiques, Chomu-Tepe dans l'ouest de l'Azerbaïdjan et Choulaveri dans l'est de la Géorgie, datés tous les deux de -6000. Ses origines sont méconnues. Des influences méridionales, cultures de Hassuna, de Halaf, de Samara et occidentales, les Anatoliens, sont vraisemblables. Elle a bien sûr coexisté avec d'autres cultures de la Transcaucasie, mais jusqu'à présent, on ne connaît quasiment rien du peuplement antérieur à Choulaveri-Chomu. On sait que Homo georgicus,
le premier représentant du genre Homo attesté à ce jour hors d'Afrique, est localisé en Transcaucasie dès 1,8 million d'années. Homo georgicus est un bon candidat pour être l'ancêtre de Homo heidelbergensis, lui-même ancêtre de Néandertal. Précisons également que le site du Gobustan, le plus visité d'Azerbaïdjan, du fait de son art pétroglyphique sensationnel, héberge Sapiens depuis au moins le dernier maximum glaciaire de moins 20 000. La présence de pétroglyphes représentant de longs bateaux, semblables à ceux des Vikings, indique un lien possible avec l'Europe continentale via la mer Noire ou la Méditerranée. Vers moins 5000, plusieurs cultures semblent coexister en Transcaucasie, au vu de la diversification des artefacts argileux retrouvés. Pour leur part, les Choulavériens sont assez homogènes pour être distingués à partir de moins 6000. Les Choulavériens cultivent le blé, l'orge, le froment, le millet, les lentilles et peut-être le raisin. Le matériel de mouture, meules et molettes, est abondant. Il existe des meules en pierre. Mais ils sont plus adeptes de l'élevage des chèvres et des moutons avec lesquels ils pratiquent la transhumance, ce qui donne à cette culture un fort caractère nomade pastoral. Pour autant, ils ne négligent pas l'élevage en enclos de l'auroch et du porc. Ce sont aussi de grands chasseurs de cerfs. Les villages sont modestes, 100 mètres de diamètre, constitués de structures circulaires de dimensions très variées, réalisées le plus souvent en briques crues. Certains villages étaient entourés de fossés. Au nord-ouest d'Aratachen, le site de Metsamor, occupé de moins 6000 à moins 2000 en Arménie, révèle une ville fortifiée et une ville basse, à l'instar des structures proto-urbaines connues d'Anatolie et de Grèce. Au moins une partie des plus petites maisons, d'environ 1 mètre à 1,50 m de diamètre, ont servi de structures de stockage. Les plus grandes ont pu servir de huttes. La poterie est quasiment absente. Même dans les phases de développement ultérieures, elle demeure rare. Il s'agit pour l'essentiel de vases assez grossiers, même si le site de Kultepe en révèle certaines de bonne facture. Les nombreux gisements d'obsidienne de la région ont été exploités pour la réalisation d'outils taillés. L'obsidienne représentait une source de profit non négligeable. Son exportation en matière brute alimentait les cultures voisines anatoliennes, syriennes, du Levant et de Mésopotamie septentrionale. À l'époque, l'obsidienne avait un caractère rituel puisqu'on a retrouvé des artefacts polis et neufs, non lustrés par l'emploi, dans les sépultures de toute la région. Ce qui laisse à penser que la culture de Choulaveri-Chomu est bien intégrée dans la culture régionale, particulièrement avec la culture est-anatolienne à travers le haut plateau arménien d'Erzurum. Des lames d'obsidienne, réalisées par différents modes de pression, y compris la pression au levier, sont présentes dans au moins une partie des sites. D'autres matières premières, comme par exemple le silex, sont ponctuellement attestées dans certains villages. La plupart des outils sont des éclats ou des lames employées directement sans aucune transformation par la retouche. L'outillage en os et en bois de cervidé est par endroits particulièrement développé. Des poinçons de différentes dimensions sont les outils les plus nombreux. On trouve également des spatules, des cuillères et des pics. Des projectiles de fronde ont été découverts dans plusieurs sites. Ils sont en terre cuite ou en pierre et mesurent quelques centimètres de long. Quelques têtes de masse en pierre de formes variées sont également connues. La métallurgie proprement dite avec fonte du minerai n'était pas pratiquée. Par contre, le travail à froid ou à température modérée des minéraux de malachite et d'azurite est attesté. De très rares petits éléments réalisés en cuivre natif ont été découverts. Il s'agit d'éléments de parure. À Aratachen, un bracelet de 6 cm de diamètre composé de 57 perles métalliques a été exhumé. Des figurines en terre cuite ont été découvertes. Elles mesurent quelques centimètres de long. Elles représentent le plus souvent des femmes assises représentées de manière assez schématique. Une des figurines représente un bélier. Quelques tampons en terre cuite sont également documentés, par exemple à Aruklo.
De rares éléments de parure ont été découverts dans plusieurs sites, notamment des perles en cornaline ou des éléments en coquillage. Les sépultures sont collectives, les os des occupants sont réaménagés pour faire place aux nouvelles dépouilles. Malgré la localisation de ce Caucase méridional, situé à la périphérie du croissant fertile, le processus de néolithisation, agriculture et sélection variétale, commencé en -6000 sur la culture de Choulaveri-Chomu, a des origines encore incertaines. Une étude de paléogénétique publiée en 2023 indique que la population néolithique de ce site est le produit d'un flux de gènes récents entre la population d'agriculteurs anatoliens et la population du Caucase iranien, démontrant qu'un mélange de populations a probablement été au cœur du développement de l'agriculture en Transcaucasie. À partir de -4000, les traits de la culture de Choulaveri-Chomu disparaissent au profit de ceux de la culture Kouro-Arax.